Bonjour, je m'appelle Silvia Díez Sastre, je suis professeure de droit administratif à l'Université autonome de Madrid et collaboratrice de l'Institut de droit local de la même université. C'est un plaisir de participer à cette initiative du programme Partage des connaissances de l'Union des directeurs territoriaux d'Europe, l'UDT. Dans les prochaines minutes, je vais essayer de présenter les principes sur lesquels la législation européenne en matière de marchés publics locaux est articulée. On entend par marché public l'activité des gouvernements locaux orientée vers la promotion des marchés de services et de fournitures pour répondre à leurs besoins et à la réalisation des travaux liés à la prestation de services publics. À ce sujet, je vais centrer mon exposition en 4 points essentiels. Le premier point concerne l'analyse du processus qui est achevé par l'européanisation actuelle du Code des marchés publics en Europe. Le deuxième point va analyser les sources du droit dans cette matière et la marge dont les collectivités locales disposent pour régler les affaires des marchés publics. En troisième lieu, je vais porter une brève attention aux procédures de passation des marchés publics. Finalement, je ferai une brève référence aux procédures de révision des décisions prises en matière de marchés publics au niveau européen. Le premier point de cette exposition est l'européanisation du Code des marchés publics. On va analyser quelles ont été les raisons qui expliquent ce processus de l'extension du droit européen sur le marché des gouvernements locaux. Dans la culture européenne traditionnelle, il existait déjà des règles orientées vers la discipline des marchés publics des collectivités territoriales. Ces règles s'expliquent par deux modèles différenciés. D'un côté, le modèle français et de l'autre côté, celui d'influence germanique. Dans ce dernier modèle, le gouvernement public agissait avec une série de règles orientées vers la sélection du fournisseur de l'administration. Normalement, ces règles internes, qui n'étaient pas des règles de droit, étaient donc sans aucun effet envers des tiers. Au-delà de ces règles spécifiques de fonctionnement de l'administration, l'exécution du contrat était réglée par le Code civil de la même façon que pour les contrats privés. À la différence de cette tradition germanique, à laquelle les pays comme l'Autriche, l'Italie et l'Allemagne ont adhéré, s'oppose le modèle d'influence française dont des pays comme l'Espagne font partie. Dans ce modèle français, il existe une série de règles qui, cette fois, sont incluses dans la loi et orientées vers la sélection du fournisseur. Mais la particularité de ce système réside dans l'exécution du contrat, qui est réglé aussi par des règles spécifiques de droit public et non par les codes civils, comme c'était le cas du système germanique. De cette façon, un nouveau concept fut créé, celui du contrat administratif, en opposition au contrat privé que régulent les relations entre les particuliers, et cela fut un événement pour la construction de la propre idée de droit administratif. Dans ce contexte légal, l'Union européenne introduit un changement radical de modèle. Dès les années 70, les institutions européennes ont pris conscience de l'importance de l'activité des marchés publics de l'État en général et bien sûr des marchés publics des gouvernements locaux. L'activité économique qui s'articule autour des marchés publics dépasse les 12% du produit intérieur brut de l'Union européenne, en variation selon le cycle économique. Cette activité économique, si importante dans cette participation publique dans les marchés, avait besoin d'une réponse des institutions européennes. Au-delà des années 70, les directives européennes cherchant à harmoniser et homogénéiser les procédures des gouvernements publics commencent à être approuvées. Ces directives furent mises en place de façon progressive jusqu'à la création actuelle d'un vrai droit complet des marchés publics. Les particularités du nouveau droit européen des marchés publics peuvent se résumer en deux caractéristiques.
La première est l'importance du développement du marché intérieur. Il faut tenir compte que la concurrence sur laquelle l'Union européenne s'appuie pour légiférer en la matière est justement le développement du marché intérieur. Voilà l'objectif à poursuivre par les directives européennes. Et c'est pour cette raison que le droit européen fixe son principe fondamental pour assurer la concurrence entre les opérateurs économiques. C'est là est son souci fondamental. À la différence du droit national, qui, comme on l'a déjà abordé, prêtait attention à l'exécution du contrat en se demandant si c'était des règles publiques ou privées qui réglaient son exécution, le seul souci dans le droit européen est que les contrats soient attribués à l'offre économique la plus avantageuse, c'est-à-dire en cherchant à assurer la concurrence parmi les opérateurs économiques afin de sélectionner le meilleur. Dans des pays qui ne sont pas empreints de la tradition française, il n'existe pas un concept similaire à celui des marchés publics. Ainsi, en Allemagne, on parle de Vergabegesetz, c'est-à-dire du droit de passation des contrats publics, public procurement en anglais, où on se trouve face à un concept absolument adjudicatif des marchés publics. Ce qui est remarquable, c'est la phase préalable à la signature du contrat, et à partir de là, le droit national est libre de régler ce qui va se passer entre l'administration et les fournisseurs, avec des nuances comme on le verra ci-dessous. À côté de ces soucis essentiels envers la concurrence des opérateurs économiques, il faut tenir compte que le droit européen est un droit partiel, c'est-à-dire qu'il ne régule pas tous les contrats passés par les gouvernements des États membres, mais seulement une partie d'entre eux. Les contrats signés entre certains pouvoirs adjudicateurs sont légiférés dans les directives par les seuils qui régissent les travaux, les fournitures, les services, si ces contrats sont au-dessus d'un seuil économique élevé. Ces seuils économiques des marchés sont différents en fonction du pouvoir adjudicateur. Donc, quand on se trouve face à des contrats passés par les gouvernements locaux, les seuils économiques sont plus élevés. Cela signifie que les conditions requises de publicité et la complexité de la procédure de passation se détendent lorsque les gouvernements locaux sont touchés par les directives. Cependant, le seuil qui se situe à 5 millions d'euros pour les travaux et à 200 000 euros pour les contrats de fourniture et de services n'empêche pas que dans plusieurs cas, les gouvernements locaux doivent aussi se soumettre à des règles certainement complexes pour les choix des fournisseurs qui vont répondre à leurs besoins. La partialité des directives européennes, c'est-à-dire son caractère incomplet, a produit des contrariétés à niveau national. Il faut tenir compte que seule une partie de l'ordre juridique national est soumise aux directives européennes et l'autre partie l'est d'une manière différente, étant seulement liée aux principes européens des marchés publics pour garantir les libertés européennes, mais pas dans tous les cas. Cela a produit dans quelques pays la division radicale des règles des marchés publics, comme c'est le cas en Espagne ou en Allemagne, de façon qu'en fonction du type de contrat, de son montant et du pouvoir adjudicateur, on va appliquer dans quelques cas des règles beaucoup plus exhaustives et complexes pour des marchés publics que dans d'autres cas. Comment cela s'applique-t-il aux gouvernements locaux? Sans doute, dès que des collectivités locales passent des contrats de petits montants, étant donné qu'elles sont une taille plus petite, les règles appliquées sont plus simples et on peut bénéficier des procédures de passation plus simples. Les collectivités locales complexes, qui ont de grandes compétences pour la gestion, sont soumises à des difficiles et exigeantes directives du droit européen.
Au vu de ces premiers points de l'européanisation des marchés publics, on va analyser quelles sont les sources qui régissent les marchés publics pour les collectivités locales en Europe. Au niveau européen, il y a deux sources principales, toujours en tenant compte des traités constitutifs. D'un côté, les directives et de l'autre côté, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Comme l'on a déjà dit précédemment, les directives sont l'instrument fondamental de l'européanisation du droit des marchés publics et on en compte deux types. D'un côté, les directives des marchés publics proprement dit, orientées vers la régulation de l'attribution des marchés et la sélection du candidat. Actuellement, ce sont les directives 2004/17 et 2004/18. Elles subissent un processus de réforme. Mais à côté des directives européennes qui régulent la sélection du candidat, il y a d'autres directives des ressources permettant de garantir l'accomplissement des premières. À la fin des années 80, début 90, les institutions européennes prirent conscience de la difficulté pour les États membres d'appliquer les directives des marchés publics. Elles décidèrent de rédiger des nouvelles directives que l'on appelle des recours. Ces directives de recours garantissent aux soumissionnaires et aux opérateurs économiques du marché intérieur afin qu'ils puissent exiger l'application des règles des marchés publics au travers des recours. Ainsi, les directives 89/65 et 92/13 sont précisément appliquées dans ces buts. Plus tard, ces deux directives ont été réformées en 2007 par celle portant le numéro 2007/66, qui a renforcé d'une façon expressive et intense l'effet de ces mécanismes de recours. On va expliquer maintenant les procédures de passation réglées dans les premières directives comme les procédures de recours. À côté des directives, il y a une autre source fondamentale du droit européen des marchés publics. C'est la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. En même temps que l'approbation des directives, le tribunal de justice a configuré une solide jurisprudence visant à garantir les principes du marché intérieur dans l'activité des marchés publics et sans doute à garantir l'activité des gouvernements locaux. De nombreuses sentences prononcées ont été de vrais cases, en anglais, de règlements judiciaires en matière de marchés publics européens. Le droit des marchés publics a été complété par le biais de ces mesures et cette affaire de droit. De fait, les directives dictées et celles en processus de réforme font usage de beaucoup des critères accordés par la Cour de justice. Dans chaque pays, en dessus du niveau européen de réglementation, on applique les droits nationaux dictés par les droits européens. Comme on l'a déjà expliqué, il y a deux possibilités. Ou bien l'État membre déplace les droits européens et il continue à suivre ses propres traditions juridiques nationales, ou bien l'État membre décide d'assumer et se retranche derrière les droits des marchés publics européens en créant un seul système de règles des marchés publics. En Espagne comme en Allemagne, le choix fut un système de réglementation des marchés publics divisé. Cela fut un sujet d'inquiétude juridique de la part des opérateurs économiques, étant donné que les normes varient d'une façon très évidente en fonction des affaires que l'on traite. Pour des pays comme l'Autriche, la Suède, la Pologne et de certains pays de l'Est, le choix fut une régulation unifiée des directives européennes orientées même au marché public qui dépasse le seuil d'application de ces directives-là. La transposition des directives européennes dans l'ordre juridique interne des pays de notre entourage se fait d'habitude par des dispositions légales ou des codes officiels adoptés
par les États membres. Ainsi donc, pour les États décentralisés ou fédéraux, c'est la fédération ou l'État central qui a soumis la transposition du droit européen, comme c'est le cas de l'Espagne. Pour le reste des collectivités, même si elles jouissent de l'autonomie, elles disposent aussi d'une marge de développement normatif en matière de marché public. Cela dit, les directives européennes sont très exhaustives et cette marge procédurale des entités régionales ou locales a été réduite considérablement. La marge dont les collectivités locales disposent pour régler les affaires des marchés publics variera en fonction de la réglementation nationale, mais elle va toujours se concentrer fondamentalement sur des possibilités d'organisation interne et de contrôle des pratiques des marchés publics dans le cadre réglementaire européen et national ci-dense. De contratación pública en el marco de esta densa normativa, tanto europea como nacional.